Bonjour et bienvenue. On a souvent tendance à voir notre identité comme un bloc monolithique, quelque chose de solide, de cohérent. Mais si en fait c'était tout le contraire? Et si notre identité était un fascinant puzzle de contradictions qu'on assemble chaque jour? C'est une idée vraiment puissante et on va l'explorer ensemble. La question qui est posée là est simple en apparence. Est-on une seule et même personne ou bien plusieurs à la fois? À première vue, on a envie de répondre une seule, évidemment. Sauf que, si on regarde ça à travers le prisme de la sociolinguistique, la réponse devient tout de suite beaucoup plus nuancée. Et ça nous amène au cœur du sujet, l'identité composite. C'est quoi ce concept? C'est l'idée que notre identité est en fait constituée d'une chose et de son contraire. On peut être, par exemple, à la fois très attaché à la tradition et en même temps ultra-moderne. Et loin d'être un problème, une fracture, c'est ce qui nous rend complet. C'est une sorte de tension créative permanente qu'on gère au quotidien. Pour que ce soit plus parlant, prenons un exemple culinaire. Le couscous, c'est un plat salé, n'est-ce pas? Ou alors sucré? Eh bien, au Maroc, c'est très souvent les deux, en même temps. Le sucré de la cannelle et des raisins secs qui côtoient le salé de la viande et des légumes. C'est une parfaite métaphore de comment une identité peut harmonieusement faire cohabiter des opposés. Et ça ne s'arrête pas à la cuisine, bien sûr. On peut élargir cette idée à la culture en général. Une même personne peut tout à fait défendre des valeurs familiales très traditionnelles et en parallèle adopter des idées super modernes sur la liberté individuelle. Ce n'est pas de l'incohérence, c'est en fait une caractéristique typique des cultures et des identités composites. On navigue entre ces deux pôles. Bon, mais alors comment cette identité composite se joue-t-elle dans nos interactions de tous les jours? Un des terrains les plus intéressants pour observer ça, c'est notre rapport aux langues. On va entrer dans ce que les spécialistes appellent le marché des langues. Ça va nous aider à comprendre comment notre environnement social nous façonne. L'idée de base, elle est là. Les langues ne sont pas neutres, pas du tout. On peut les voir un peu comme des produits sur un marché. Elles ont une valeur symbolique et cette valeur permet d'établir une hiérarchie sociale entre elles. Pour bien comprendre, on peut faire une analogie simple. Prenez l'or et le cuivre. Il y a une différence de valeur énorme, on est d'accord. Mais pourquoi? C'est une question d'histoire, de rareté, de l'usage qu'on en a fait au fil du temps. Eh bien, pour les langues, c'est exactement le même principe qui s'applique. Et ce parallèle nous amène à ce concept de bourse des langues. C'est une métaphore vraiment parlante pour décrire cet espace social où les différentes langues sont en compétition. Dans cette sorte de bourse, chaque langue a une valeur symbolique, un cours, qui va déterminer son prestige et son utilisation dans telle ou telle situation. D'accord, mais alors, d'où est-ce qu'elle vient cette valeur? Qu'est-ce qui fait que le cours boursier d'une langue monte ou descend? Alors attention, il y a un mythe qu'il faut tout de suite balayer. Cette valeur n'a absolument rien de scientifique. L'idée qu'une langue serait, dans sa structure, meilleure ou plus logique qu'une autre, c'est une idée fausse. Et même dangereuse parce qu'historiquement, elle a servi à justifier pas mal de discriminations. Ce qui détermine vraiment la valeur d'une langue, ce sont des facteurs purement sociaux. L'histoire, par exemple, avec le colonialisme. La politique, est-ce que c'est une langue officielle? L'économie, bien sûr. Est-ce la langue du commerce international? Et enfin la culture. Est-ce la langue de l'art, de la science? Et une conséquence très directe de cette hiérarchie, c'est que quand des langues de valeurs différentes se retrouvent en contact, celle qui est perçue comme supérieure va très souvent influencer l'autre. Tenez, un exemple très concret tiré de notre source. En arabe marocain, on peut tout à fait entendre quelqu'un dire « Michel a Reus imposé ». Ça peut surprendre, mais c'est un cas d'école de ce contact linguistique. Décortiquons un peu cette phrase. La syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots, ici c'est sujet-verbe, elle suit la structure du français. Par contre, le vocabulaire, les mots utilisés, eux, sont bien arabes. Et le résultat, c'est une nouvelle expression, une forme hybride qui est née du contact entre le français, langue à haute valeur perçue dans ce contexte, et l'arabe dialectal. Maintenant, il faut savoir que ce marché des langues n'est pas une jungle totalement libre. Il peut être orienté, régulé par des décisions qui viennent d'en haut. C'est là qu'intervient le pouvoir de la politique linguistique. L'aménagement linguistique ou politique linguistique, qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement les décisions officielles, prises par les gouvernements ou les institutions, qui vont dire quelle langue on doit utiliser dans des contextes bien précis, l'administration, l'école, les médias. Et évidemment, ces choix vont renforcer la valeur de certaines langues. La source nous donne l'exemple du Maroc qui est très parlant. Après l'indépendance, le pays a fait un choix stratégique, privilégier le français plutôt que l'espagnol comme langue partenaire principale. Des décennies plus tard, ce choix s'est révélé payant, en contribuant à protéger l'économie marocaine de la violente crise espagnole de 2008. Et en parallèle, une politique d'arabisation a permis de renforcer l'identité culturelle. Bon, tout ça c'est bien, mais si on revenait à une échelle plus personnelle, concrètement, comprendre tous ces mécanismes, ça nous apporte quoi au quotidien?
Il nous est peut-être déjà arrivé de ressentir un certain malaise, un sentiment d'être moins bon, pas à la hauteur, parce qu'on ne maîtrise pas la langue qui est considérée comme prestigieuse dans une situation donnée. Eh bien, ça porte un nom, c'est l'insécurité linguistique. Et c'est un résultat direct de cette fameuse bourse des langues. Mais la bonne nouvelle, c'est que la connaissance, c'est une arme. Comprendre ces dynamiques, ça permet de transformer cette anxiété en simple prise de conscience. Ça aide à utiliser ses propres compétences linguistiques de manière plus stratégique, à mieux décoder les réalités locales et mondiales, et surtout à préserver son identité profonde sans pour autant rejeter les autres. Bref, on gagne en sécurité linguistique. Et pour finir, une dernière question pour prolonger la réflexion. Dans le monde qui nous entoure, au travail, entre amis, dans notre société, quel est le langage qui a valeur d'or? Est-ce que c'est une langue étrangère, le jargon d'un métier, ou peut-être un code culturel bien particulier? Identifier ces marchés symboliques, c'est déjà la première étape pour y naviguer avec plus de confiance et de sérénité.